Bonjour à tous, bon matin, bon midi, où vous soyez en Amérique du Nord. Merci d'être présent. Je suis avec Camille qui bosse avec moi et on est très heureux de pouvoir échanger avec vous sur les résultats de cette enquête à laquelle vous avez été très nombreux à répondre. Et je voulais d'abord vous remercier de celles et ceux qui ont pris les quelques minutes que ça prenait pour répondre à cette enquête. Alors, c'est pas un sondage IFOP, c'est une enquête qualitative qui a été envoyée quand même à 200 000 électeurs potentiels et avec plus de 9 000 réponses, à peu près 50-50 au Canada et aux États-Unis. Donc, le nombre de réponses est extrêmement important. Elle a ses défauts comme toutes les enquêtes, mais la force du nombre, je pense, parle d'elle-même et les résultats sont sans appel, même si les détails par catégorie sont parfois, du fait des échantillons un peu plus faibles, discutables. Dans l'ensemble, évidemment, je la trouve en tout cas extrêmement pertinente et elle recoupe les discussions que j'ai eues avec vous tous et vous toutes à l'occasion de mes nombreux déplacements depuis le 5 novembre. On a une population française en Amérique du Nord évidemment extrêmement disparate, par État, par pays, par catégorie sociale, par conviction politique. Moi, il y a évidemment des Françaises et des Français des États-Unis qui ont le droit de vote et qui ont voté pour Donald Trump, et j'allais dire c'est totalement leur droit. Mais globalement, les résultats sont sans appel. On a aujourd'hui une population française en Amérique du Nord qui est inquiète, j'allais dire, anormalement pessimiste. En général, quand on va aux États-Unis, quand on va au Canada, c'est qu'on est optimiste, c'est qu'on croit à la liberté d'entreprendre, on croit à la capacité à se mettre en danger, parce que l'expatriation, c'est toujours un risque. On croit aussi aux valeurs qui ont fondé l'Amérique, que ce soit aux États-Unis et au Canada, les valeurs de tolérance, les valeurs de liberté d'expression, la liberté de gagner de l'argent aussi, qui est une valeur cardinale en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'un certain nombre de ces libertés sont mises à mal. Donc on a entre 70 et 90% selon les catégories, mais au total, près de 80% des Françaises et des Français qui expriment un pessimisme, soit très fort, soit fort, face à la situation actuelle avec des conséquences très concrètes sur, sur les valeurs d'abord, qui est la première source de préoccupation des Français des États-Unis. La deuxième, aux États-Unis, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat des mesures économiques qui ont déjà été annoncées. Vous avez vu que la nuit dernière, Donald Trump a annoncé la mise en place de tarifs sur le secteur automobile et d'autres sont à venir. Il y a des inquiétudes sur leur emploi et sur la situation professionnelle au sein de leur entreprise, qui travaillent pour une entreprise locale ou pour une entreprise française. Et moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que presque 20% des Français des États-Unis envisagent de rentrer en France à court ou à moyen terme, là où au Canada, on est aux alentours de 5-6%. J'allais dire ce qui est un taux normal pour des expatriés qui ne vont pas tous faire leur vie de l'autre côté de l'Atlantique. On a des chercheurs qui sont particulièrement inquiets, et ça aussi, ça recoupe des discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous un peu partout, que j'ai eues aussi avec des chercheurs américains. Les budgets sont sabrés, les licenciements sont fréquents. Le jour de la Saint-Valentin, 1200 chercheurs ont reçu un email les licenciant du jour au lendemain. Les cartes de crédit sont bloquées. On a de l'autocensure dans les emails de compte-rendu qui sont envoyés toutes les semaines par les chercheurs à l'administration pour rendre compte de leur action dans la semaine qui s'est écoulée. Et donc, il faut reconnaître que cette situation est exceptionnelle. J'espère évidemment qu'elle va se tasser. Pour l'instant, ça ne donne aucun signe. Je suis heureux de voir que vous croyez tous encore que la relation transatlantique est importante et qu'elle doit être préservée, mais avec un vrai risque. Des Canadiens qui souhaitent que le Canada se rapproche de l'Europe et des Américains qui sont inquiets évidemment de la dynamique à la fois politique et économique qui est délétère et qui va un peu à l'encontre des raisons pour lesquelles beaucoup d'entre vous sont partis. J'ai eu l'occasion depuis quelques jours de discuter déjà avec un certain nombre d'entre vous. J'ai eu des messages, certains critiques, notamment sur la méthodologie, d'autres plutôt, je dirais, satisfaits du fait qu'on ait conduit cet exercice, qui est aussi un exercice d'écoute, d'expression, et qui permet de rester en lien avec vous. Vous êtes 130 et un peu plus encore dans cette visio. Ça montre que vous êtes un certain nombre à être préoccupés.
Et puis quand je discute avec beaucoup d'entre vous, je sais bien que les annonces quasiment quotidiennes du président Trump ben, sont le lot de vos discussions. Elles nourrissent vos discussions à dîner, à table, entre amis, au bureau, à la cafétéria. On a un président Trump et il faut le reconnaître que ça fait partie de sa stratégie qui est aujourd'hui dans une logique de tapis de bombe de communication tous les jours avec des nouvelles annonces qui évidemment vous impactent directement. On a beaucoup parlé ces derniers jours, même si ce n'était pas la préoccupation essentielle dans l'enquête, hein, à peu près 20% des Français des États-Unis étaient inquiets sur leur capacité à voyager, et puis un certain nombre de Canadiens, de Français du Canada également, étaient inquiets sur leur capacité à voyager aux États-Unis. Vous avez vu que les vols en provenance du Canada vers les États-Unis ont baissé de plus de 70% depuis le début de l'année. On a eu aussi des signes anecdotiques qui montrent que la frontière est plus dure à passer que dans le passé. Certains d'entre vous m'ont alerté au fait que ils avaient été non pas empêchés d'entrer, mais arrêtés, leurs bagages fouillés, des questions parfois un peu intrusives sur les achats faits en Europe pour s'assurer que les détaxes avaient bien été faites, etc., etc. On a aussi des passages de la frontière du Canada aux États-Unis qui ont été plus compliqués, y compris des gens qui avaient une carte verte et qui ont dû passer 5 heures au poste frontière à répondre à des questions avant de pouvoir finalement être admis alors que leur téléphone avait été fouillé. Là-dessus, on a l'occasion hein, de partager avec vous les, euh, les recommandations. Il faut être conscient du fait qu'un douanier américain, quand vous échangez avec lui à la frontière, vous n'êtes pas encore entré aux États-Unis. Il a de fait tout à fait le droit de fouiller votre valise, de fouiller votre ordinateur, de fouiller votre téléphone. Et si vous n'êtes pas américain, un Américain a toujours le droit de rentrer aux États-Unis. Il a même le droit de vous refuser l'entrée. Donc, il faut être conscient de ça. Euh, on a évidemment des inquiétudes concrètes. Et de ce point de vue-là, il faut en être conscient et à l'écoute. Je vais répondre aux quelques questions qu'il y a dans le chat. La première étant une critique de la méthodologie de l'enquête. On a envoyé le courriel à toutes celles et ceux qui acceptent de recevoir mes emails. Donc, si vous êtes désinscrit de la liste électorale consulaire pour mes emails, vous ne les avez pas reçus. Mais sinon, elles sont peut-être dans vos spams, mais vous avez dû les recevoir. Sur les résultats, alors supérieurs à 95%, n'exagérons rien, seule la catégorie étudiant donnait un chiffre au-delà de 100%. Pour le reste, on est sur des 70-80%. Et même si la marge d'erreur est de 5 à 10%, on se retrouve avec, je le répète, un diagnostic sans appel sur les inquiétudes des Français d'Amérique. Et je pense que l'immense majorité des gens qui sont en ligne aujourd'hui partagent ce constat. Et ça me rend pas heureux, hein. Donc, on n'a évidemment falsifié aucun chiffre. Ils sont disponibles. Et évidemment, je pense que n'importe qui aujourd'hui reconnaît que ces inquiétudes chiffrées retrouvent évidemment un certain nombre d'inquiétudes qualitatives que j'ai eu l'occasion de noter dans mes échanges avec vous. J'ai une question de Denis qui s'interroge. Globalement, quel est votre état d'esprit face à la situation entre les États-Unis et l'Europe? Enthousiasme, Canada 20, USA 3,9. Je pense que les Canadiens, je le disais, ont noté d'abord le rapprochement fort hein, entre le Premier ministre canadien qui est en campagne et l'Europe et la France en particulier. Son premier voyage officiel à l'étranger, il l'a réservé à Paris. J'étais là pour l'accueillir avec le président français. Vous avez vu les sondages qui montrent que 45% des Canadiens sont même prêts à envisager l'entrée dans l'Union européenne. Évidemment, le Premier ministre canadien l'a dit d'ailleurs aujourd'hui ou hier, ce qui se passe est une remise en question fondamentale de la relation historique, d'amitié et de partenariat avec les États-Unis. Et donc, je ne suis pas étonné de ce résultat. Euh, alors, je regarde un peu. Oui, le massacre de la Saint-Valentin, c'est comme ça qu'ils appellent ça, effectivement, les chercheurs. Il y a un certain nombre de messages. Alors, ça, c'est important. Donc, Léa qui nous dit, porteuse de carte verte, je rentre en France pour visiter ma famille pour 14 jours. J'ai peur de ne pas pouvoir rentrer, revoir mon mari après ce voyage. Je n'ai pas de casier, etc. Euh, la probabilité
d'être renvoyé est évidemment extrêmement faible. Donc, je voudrais pas créer de la panique. Ce que je veux, c'est créer un sentiment de prudence. Il faut être prudent. Regardez vos réseaux sociaux, c'est malheureux à le dire, mais évidemment, si vous avez eu des positions très vocales sur la situation politique, il y a un risque que le douanier puisse arguer de ça pour vous mettre des bâtons dans les roues. Regardez vos messages WhatsApp, etc. Et puis soyez prudent. Là, je le répète, la probabilité que si vous avez une carte verte et que vous n'avez rien à vous reprocher, vous soyez refoulé est extrêmement faible. Mais voilà, soyez prudents. Je vois que Guillaume de Dalmas a décidé d'envoyer beaucoup de messages. Je pense avoir répondu à son premier. Et donc, je vais m'arrêter là en ce qui le concerne. Euh, les droits de douane, qui sont considérés comme une monnaie de négociation, et on me demande qu'est-ce que vous pensez qu'on est en train de négocier? Donc d'abord, la France et l'Union européenne sont en négociation avec l'administration Trump. Elle se fait à bas bruit, elle se fait discrètement, elle ne se fait pas sur les plateaux télé, et il n'est en aucun cas question de ne pas réagir au droit de douane qu'a annoncé Donald Trump. Il y a déjà eu une première liste de produits qui pourraient être taxés, qui a été rendue publique par la Commission. Ils sont en train de faire un travail pour de nouveaux produits qui pourraient l'être également. On a quelques jours pour négocier d'ici le 2 avril. On aura peut-être, comme ça a été le cas avec le Canada il y a quelques semaines, un président qui reportera sa décision. On est rentré dans une négociation avec quelqu'un qui aime négocier, qui aime taper fort quand il rentre dans la salle et qui ensuite est prêt à discuter. Et donc cette discussion, elle a lieu. Est-ce que les résultats de ce sondage seront pris en compte par notre gouvernement? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est transmis à votre ministre, hein, Laurent Saint-Martin, le ministre des Français de l'étranger, qui a trouvé ça très utile et qui à adapter les conseils aux voyageurs pour bien tenir compte de la prudence à la frontière. Je les ai aussi envoyés au président de la République. On travaille notamment sur un dispositif pour accueillir des chercheurs qui décideraient de revenir en France ou en Europe après ce qui leur arrive aux États-Unis. Vous savez bien il y a un sujet de budget, hein. Chercheur aux US, c'est mieux payé que chercheur en France ou en Europe. Il faut qu'on voit comment on peut simplifier les procédures, trouver des budgets pour financer des chaires, et puis reconnaître que la liberté a un prix et qu'en France et en Europe, on peut chercher en toute liberté. Euh, alors, y a-t-il un numéro spécial ou une manière de contacter les autorités françaises en cas de problème à la frontière américaine? Le bon lieu de contact, c'est le consulat. Hein, donc, c'est votre consulat général que vous devez contacter si c'est le cas. Euh, et puis, évidemment, être bien conscient que le douanier qui est en face de vous, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité. Restez poli, évidemment, ne vous affolez pas, ne mentez pas, et soyez aussi serein que possible face à une situation dont je comprends bien qu'elle puisse être anxiogène. Alors, Michel me dit, je pense qu'il faut accepter le résultat des élections américaines. Oui, Michel, évidemment. Donald Trump a été élu démocratiquement avec 51% des suffrages, mais 51, c'est plus que 50, et donc son élection est sans appel. Mais bon, en général, et ça fait 250 ans que ça dure, quand un président est élu aux États-Unis, il gouverne pour l'ensemble de l'Amérique. On a un Congrès historiquement qui a plutôt été capable de passer des compromis, et je regrette, moi, que ce soit moins le cas aujourd'hui. Ça a été le cas sur le budget, hein, puisque le compromis budgétaire a été trouvé, mais évidemment, je préférerais, moi, une conduite de la politique américaine qui soit plus en phase d'abord avec son histoire, mais aussi avec ses valeurs. Enfin, on peut critiquer tout ce qu'on veut ou reconnaître qu'il a été élu. Moi, je considère qu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises ou annoncées, des actes qui ont été posés, des arrestations dans la rue d'étudiants légaux, mais qui ont eu des expressions qui ne plaisent pas à l'administration. J'allais dire, c'est son droit d'avoir des expressions qui la dérangent, mais ça doit être leur droit dans un pays où la liberté est une valeur cardinale, de pouvoir les exprimer. Alors, Gilles, j'ai énormément de mal à renouveler mon passeport à San Francisco. Pensez-vous que le ministère des Affaires étrangères devrait augmenter les budgets pour les consulats aux USA et Canada? Bon, en tout cas,
Si vous avez vraiment une urgence hein, pour votre passeport, n'hésitez pas à nous écrire à l'Assemblée nationale. On essaiera d'alerter le consulat sur les cas les plus pressants. Moi, j'avais compris dans le cadre des discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, à chaque fois que je vais sur le terrain, je rencontre les employés que, je dirais, les retards qui s'étaient accumulés au moment du Covid avaient été désormais résorbés et qu'on trouvait désormais, même à Montréal, où il y a des demandes très nombreuses, un rythme de croisière plus satisfaisant. Mais si vraiment vous avez un problème d'urgence, que votre passeport est arrivé à échéance et que vous devez voyager, n'hésitez pas à nous écrire à l'Assemblée nationale et on essaiera d'accélérer tout ça. Euh, alors, il y a beaucoup de questions. Bon, les solutions d'appui sur les aides au retour. Euh, Aujourd'hui, rentrer en France, bon, je vois la suspension des 3 mois de carence, etc. C'est des choses avec lesquelles aujourd'hui, je pense, on peut vivre. Hein. On n'est plus dans la situation qui prévalait au moment de la Covid, où on avait suspendu ce délai de 3 mois. Je vais échanger avec le ministère pour voir ce qu'on peut faire, mais je pense que globalement, aujourd'hui, le retour en France, il est, j'allais dire, relativement aisé. Évidemment, il faut se trouver un job, il faut se trouver un logement, et ça, c'est le lot de tous les Françaises et les Français qui soient aux US, au Canada ou en France. Mais voilà, soyez évidemment prudents, planifiez votre retour, prenez des contacts avant, et ça se passera bien. Ça a été mon cas il y a 8 ans, et j'en connais d'autres qui l'ont fait. Quel est le risque pour un Français de partir, j'imagine, en congé aux États-Unis venant du Canada? Écoutez, si vous avez un ESTA qui a été accepté, si vous n'avez pas exprimé des opinions trop tranchées sur vos réseaux sociaux, ce risque, il est très faible. Mais on voit bien quand même que de nombreux Canadiens ont repoussé leur déplacement aux États-Unis. Moi, j'ai vu pas mal de Français qui me disent, je devais partir aux États-Unis, bah, je vais plutôt les visiter le Canada. Je pense que tout ça est parfaitement raisonnable. Je veux en aucun cas décider pour vous. Chaque décision est individuelle en fonction des goûts, des appétences, des priorités. Mais je pense effectivement qu'il faut être prudent et que les déplacements aux États-Unis seront plus compliqués. Les passages de la frontière sont plus lourds que c'était auparavant. Bon, Catherine dit en 1933, Hitler aussi a été élu. Et j'ai tendance à dire oui, effectivement, aujourd'hui, on est dans un de ces moments de l'histoire où il faut pas oublier l'histoire et ses leçons. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de prendre la parole assez librement et assez ouvertement sur ces sujets, parce que je considère personnellement que ce qui se passe est extrêmement grave. Et que même s'il a été élu démocratiquement, Donald Trump est aujourd'hui en train de jouer avec les institutions américaines, avec les contre-pouvoirs, et qu'il est important que des voix s'élèvent contre ça. Il y a des voix qui commencent à s'élever aux États-Unis aussi. Des membres du Parti démocrate, dont il faut reconnaître qu'ils étaient un peu sonnés, se sont relevés. Et donc, on a, je pense, aujourd'hui un début de résistance, je pense qu'on peut dire ça, qui s'organise. L'Europe a une carte à jouer. Oui, Catherine. L'Europe doit être unie, elle l'est déjà très largement, même si la Hongrie et dans une moindre mesure la Slovaquie sont moins à bord, pour réagir de manière forte et unie face aux menaces de droits de douane, mais aussi pour être extrêmement ferme sur le soutien de l'Ukraine, qui n'a pas été abandonnée par les États-Unis, mais dont il faut reconnaître que le soutien américain a été très largement allégé, avec une négociation aujourd'hui complexe hein, entre les États-Unis et l'Ukraine d'un côté, les États-Unis et la Russie de l'autre, avec une Russie qui, évidemment, fait monter les enchères, et un président des États-Unis dont moi je considère personnellement qu'il a beaucoup donné avant d'entrer dans une salle de négociation, et que c'est jamais une bonne manière de, de négocier que de négocier d'abord avant soi-même, avec soi-même, avant de négocier aux autres. Voilà. Euh, Le Canada est très uni et ça m'a frappé aussi. Moi, j'étais au Canada il y a 3 semaines. Les Canadiens sont pas les plus cocardiers du monde, hein, en général, à part peut-être pour les matchs de hockey et à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver notamment, où ils sont en général assez bons. On a des Canadiens qui sont plutôt assez discrets
je dirais, leur esprit national ou patriote. Et là, moi, j'ai bien vu un rassemblement très fort. Les chicanes historiques entre les pro-Québec et les pro-fédérales ont tendance à s'atténuer beaucoup. On voit un Premier ministre qui rassemble beaucoup d'opinions favorables, en tout cas. On verra si les élections vont dans ce sens. Et c'est vrai que moi, j'ai été frappé, hein. J'étais au Québec notamment, où des francophones québécois, pure laine, comme on dit, sont très inquiets de ce qui se passe aux États-Unis et assez heureux de voir un Premier ministre qui résiste, qui s'exprime fermement, fortement, parce que Donald Trump étant ce qu'il est, je pense qu'il a besoin de respecter la personne qu'il a en face de lui et bah, pour être respecté par Donald Trump, il faut se faire respecter. Euh, alors, bon, il y a pas mal de questions sur les passeports. Je pense que j'y ai répondu. Mais n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des sujets particuliers et que notamment vous avez des urgences. Saliou qui nous dit, en tant que citoyen franco-canadien américain, que faut-il que je fasse? Je sais pas où vous habitez, Saliou, mais j'allais dire rien, profitez-en. C'est quand même un atout aujourd'hui d'avoir ces nationalités. Donc voilà, je pense que vous êtes plutôt dans une situation favorable. Alors, Michel, protéger les Français des USA, c'est aussi ne pas critiquer en permanence la politique américaine, c'est agir en concertation avec les autorités américaines pour nos intérêts. Évidemment qu'il faut agir en concertation avec les autorités, et nous le faisons, le président de la République le fait, l'administration le fait. C'est pas une raison non plus pour se faire, j'allais dire, rouler dessus comme si de rien n'était. Je pense qu'on est dans un rapport de force dans une négociation. Et je pense que vous vivez, Michel, aux États-Unis, vous savez ce que c'est que les rapports de force. Vous savez que Donald Trump est beaucoup dans cette disposition-là. Moi, je considère qu'on doit être ferme. C'est le cas notamment du Premier ministre canadien qui l'est tous les jours. Et je ne pense pas que ça lui réussisse pas, bien au contraire. Alors, le programme et le calendrier de déplacement en Amérique du Nord, bon, on vous le transmettra. On a un déplacement par mois à peu près depuis qu'on a été élu. Parfois, on vient deux fois par mois. Parfois, il y a des mois où on ne vient pas. On a prévu d'aller à Atlanta, on a prévu d'aller à Calgary, on a prévu d'aller à Los Angeles. On ira évidemment partout. On rentre de Chicago, de Washington, de Sherbrooke. On n'a pas encore été à Toronto. Donc évidemment, on va faire le tour et venir vous voir et puis vous prévenir bien en avance de manière à ce que vous puissiez vous libérer pour venir aux réunions publiques. Quels sont nos droits si on est déplacé dans un centre comme certains l'ont été? Encore une fois, s'il juge de nous détenir sans raison valable. Je le répète, ce moment particulier, ce lieu particulier qui est que vous n'êtes pas encore tout à fait aux États-Unis et plus tout à fait en Europe, est un peu un no man's land dans lequel évidemment, tous les droits ne sont pas autorisés, mais le droit de vous interroger, le droit de fouiller vos devices, vos outils numériques est absolument absolu. Votre valise également aussi. Et ça peut se traduire par des attentes assez longues, voire même allant jusqu'à, un exemple allemand a été indiqué ici, 24 ou 48 heures de détention. C'est quand même extrêmement rare pour des Européens en tout cas, à ce stade, on est sur des cas isolés et absolument pas sur des cas généraux. En revanche, moi, je commence à avoir suffisamment d'exemples concrets de Français qui ont été ralentis à la frontière pour que vous puissiez vous y préparer, si vous avez des connexions, si vous êtes attendu, etc. Soyez-en conscients. Alors, Trump a été élu avec 49,8. Je pense qu'il a eu un peu plus que 50 quand même, hein, mais en tout cas, vous parlez peut-être des trois et quatrième candidats qui ont pris un peu de voix, mais en tout cas, il a eu significativement plus de voix que Kamala Harris. Alors, on ne s'est jamais senti autant canadien au Canada. Je le confirme. Alors, en tant qu'étudiant en doctorat aux États-Unis, Oriane, je ne sais pas dans quel domaine vous cherchez. Soyez prudent sur l'expression publique. Je le regrette et je suis même surpris moi-même de devoir prononcer ces mots, mais c'est la réalité aujourd'hui. Faut-il craindre des choses sur la double nationalité? Alors, c'est vrai que
Donald Trump a indiqué qu'il allait remettre en cause le droit du sol. J'ai du mal à imaginer qu'ils remettent en cause le droit du sol pour des gens qui sont déjà américains. Donc le risque, c'est plutôt pour les nouveaux euh, nés que ça pourrait éventuellement être remis en cause. Il n'est pas revenu dessus, donc on n'a pas entendu parler depuis. Je pense que ce qu'il a en tête, hein, ce serait des enfants d'immigrés illégaux nés sur le sol américain pour lesquels il voudrait remettre en cause la nationalité américaine. Mais ceux qui sont américains le sont, et je ne pense pas qu'il y ait de projet aujourd'hui de supprimer la nationalité américaine à des Américains qui le sont déjà. Salut, qui vit au Texas? Eh bien, bonjour au Texas. Euh, bien, je vois qu'il y a des débats qui se font dans la boucle et c'est très bien également. Craignez-vous qu'il vous soit demandé par les États-Unis de choisir une nationalité en cas de nouvelle nationalité? A priori, non. A priori, non. Évidemment, on n'est pas à l'abri de nouvelles décisions, euh, j'allais dire absurdes, en tout cas, qui vont totalement à l'encontre de l'histoire des États-Unis. Mais je le répète, je pense que si vous n'avez rien à vous reprocher, en tout cas, je n'imagine pas les États-Unis vous retirer votre nationalité américaine si vous l'avez déjà. Je pense que les conditions d'accès à la nationalité américaine vont être plus compliquées, les conditions d'accès à la carte verte vont être plus compliquées. Donc celles et ceux qui sont en processus, hein, on en a un certain nombre qui nous ont écrit, soyez évidemment conscients que ça peut arriver. Bon, Guillaume de Dalmas a décidé de troller cette conversation, donc je ne répondrai pas à l'intégralité de ces questions, mais je vois que certains y répondent d'eux-mêmes, donc je vous laisse avoir la conversation avec ce monsieur. Elbow up, ouais, c'est le nouveau slogan américain. Mon mari et moi pensions rentrer de France plus tôt que nos enfants, les faire arriver aux États-Unis avec leur grand-mère. Pensez-vous que cela puisse poser problème? Alors, ça dépend du statut des uns et des autres, hein, Marie-Lou. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément. Le mieux, si vous avez des questions précises, c'est que vous nous écriviez à l'Assemblée nationale. J'ai vu que Camille avait remis l'adresse dans le chat pour qu'on puisse vous répondre sur vos cas particuliers. Bon, je laisse la minorité silencieuse responsable de ces qualificatifs. Je ne suis pas sûr que je sois très dangereux. En tout cas, je vous rassure, j'ai jamais mordu personne. Je vois des messages, puis ça c'est important de le dire, qui disent qu'au fond, pour l'instant, les contrôles, les temps d'attente n'ont pas augmenté, le passage de la frontière se fait facilement, et j'allais dire tant mieux. Et moi-même, qui étais aux États-Unis la semaine dernière, je suis passé très facilement à la frontière. Donc je le répète, ni paniquer, ni affoler qui que ce soit. Mais il faut être conscient que ce risque existe. Vous êtes des Américains, ou en tout cas des Français qui vivent en Amérique. Vous savez ce que c'est que prendre du risque. Eh ben, il faut être conscient qu'aujourd'hui, c'est un peu plus risqué que dans le passé. Et donc, voilà, soyez prudents, je l'ai dit, et notamment sur ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux ou exprimé. Et puis, soyez évidemment très à l'écoute et parfaitement poli devant les douaniers. Je pense que voilà. Je pense je vois que Catherine a un commentaire qui va dans ce sens. Effectivement, il faut être prudent. Sur les nouveaux partenariats Europe et Canada, question que me pose Arnaud. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut collaborer de manière plus effective, plus efficace. Je commencerai par dire que les députés, les sénateurs qui ont voté contre le CETA, j'espère qu'ils regrettent leur vote parce que je pense que ce traité, et à l'époque j'avais eu l'occasion de le dire, et Christopher qui m'avait remplacé quand j'étais ministre l'avait dit également à l'occasion du deuxième débat sur le CETA, si on n'est pas capable de signer des traités de libre-échange avec le Canada, avec qui va-t-on le faire? Un pays qui partage nos valeurs, qui partage dans une certaine manière nos préoccupations, y compris vis-à-vis du réchauffement climatique, etc., etc. Voilà, moi je regrette que des sénateurs et des députés aient voté contre ce traité qui est un bon traité. Il y a des secteurs dans lesquels les relations économiques sont déjà très fortes. Je voyais tout à l'heure ici le délégué général du Québec qui travaille à des partenariats spécifiques dans des secteurs
industriels, comme l'aéronautique, la défense, la sécurité, l'énergie, etc. Donc il y a vraiment des projets très concrets qui sont en train d'être examinés et je pense qu'ils vont s'accélérer dans les mois qui viennent. Alors, Elbows Up, oui, c'est le slogan canadien, pardon, Eric, et pas US, ça veut dire lever le coude. Non pas lever le coude à la française d'ailleurs, mais lever les coudes et soyez fiers d'être canadien. Alors, oui, c'est peut-être une bonne année pour le tourisme au Canada. Venez chez vous, on ne fouillera pas vos téléphones à la douane, exactement. Frédéric qui nous dit, le CETA, il partage les valeurs, mais pas les normes. S'ils ne partagent pas les normes, les produits ne sont pas exportables. Hein, on a eu ce débat des dizaines de fois, y compris ici à l'Assemblée. Le bœuf aux hormones et aux antibiotiques canadiens, il n'est pas exportable en Europe. Donc on est aujourd'hui dans un pays qui respecte la loi et qui n'exporte pas en Europe des produits interdits en Europe. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce risque n'est pas avéré. Pensez-vous qu'un gouvernement conservateur au Canada serait moins enclin à l'Europe ou plus distant que le gouvernement Mark Carney? Je pense, oui, je pense. On n'aura pas une entrée dans l'Union européenne du Canada, mais je pense que c'est dit ici par qui est-ce que j'ai vu? Amael. Oui, le Canada peut se rapprocher dans une logique de partenariat de libre-échange, peut-être comme la Norvège et la Suisse en ont, simplifier les reconnaissances respectives des professions et des diplômes, favoriser la mobilité, des visas de long terme, des passeports talents qui permettent d'accélérer les procédures. Tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder et qu'on est en train de regarder. Monsieur Lescure, possédez-vous un passeport diplomatique? Non. Mais en revanche, j'ai un passeport canadien. Et donc ça, c'est vrai que ça aide au passage de frontières et que quand je vais aux États-Unis, en général, j'entre avec mon passeport canadien, comme quand je vais au Canada d'ailleurs. Voilà. Je pense que j'ai répondu à une bonne partie des questions. Donc je vais vous laisser, pour ceux qui sont à l'heure de déjeuner, retrouver votre activité normale et pour ceux qui se lèvent, profitez de votre vendredi matin. Euh, je voulais vous dire d'abord que, évidemment, dans ces moments risqués, compliqués, volatiles, parfois un peu anxiogènes, nous, on pense à vous et on est à vos côtés. Euh, on est comme vous, un peu estomaqué par ce qui se passe. On n'a pas toujours la science infuse pour comprendre et décoder ce qui se passe. Et donc le feedback que vous nous donnez sur ce qui vous arrive, sur ce que vous craignez, sur les questions que vous avez, il est très important parce qu'il permet de nourrir aussi, nous, notre portrait chinois de l'Amérique d'aujourd'hui, après l'élection de Donald Trump. On va évidemment venir à votre rencontre physiquement aussi souvent que possible. Puis on organisera ce type de Zoom régulièrement pour faire le point avec vous, parce que je pense que c'est important pour vous et c'est très utile pour nous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous écrire. Camille a remis l'adresse à l'Assemblée nationale qui nous permettent de rester en contact avec vous. Et puis, bah, bon week-end quand même, parce que c'est le week-end qui s'en vient. À partir de la semaine prochaine, on retrouvera, nous aussi, l'heure d'été, donc on sera à 6 heures de décalage, et on en tiendra compte évidemment dans les heures des Zooms à venir. Merci encore à celles et ceux qui ont répondu à cette enquête. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très bientôt.